Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, bienvenue à notre webinaire Pourquoi et comment bâtir un PFT, un guide essentiel pour les promoteurs et développeurs immobiliers. Donc, mon nom est Audrey-Anne Bouclin, je suis en charge du marketing et des communications pour Alizé. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui ce matin pour vous parler des PFT avec mes collègues Patrice et puis Maxime. Donc, les PFT, c'est vraiment un document qui est essentiel pour les développeurs et promoteurs immobiliers. Ça permet vraiment de démarrer un projet immobilier sur des bases solides. Donc, vous allez en savoir un petit peu plus aujourd'hui grâce à mes deux invités experts. Vous allez en savoir plus d'ailleurs sur nos meilleures pratiques, les erreurs à éviter et les éléments essentiels, les éléments clés à intégrer finalement à un PFT pour maximiser les chances de succès de vos projets immobiliers. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter mes deux experts invités. Donc, on a Maxime Audet, qui est vraiment responsable des opérations et du développement chez Alizé. Maxime a travaillé sur plusieurs PFT depuis le début de sa carrière, notamment sur nos marques immobilières, donc Liva, Yimby et puis Hoop. Et on a aussi Patrice, qui est architecte à l'interne, donc chez Alizé. Patrice se spécialise vraiment dans le résidentiel. Il a exploré beaucoup d'aménagements variés au cours de sa carrière. Donc, je suis vraiment contente de les avoir avec moi aujourd'hui. Puis, je pense que vous allez être entre bonnes mains pour en savoir davantage sur les PFT. Je voulais aussi vous dire, avant qu'on débute la discussion, que vous pouvez en tout temps poser vos questions lors du webinaire dans la section tout en haut de l'écran Q&R. Donc, on va poser les questions que vous avez là, en fin de discussion. On a prévu une période de questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette section-là pendant le webinaire. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, bienvenue Patrice, bienvenue Maxime. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un PFT et pourquoi c'est essentiel pour un promoteur et un développeur immobilier d'en concevoir un? Ben oui, certainement. Moi, je vais commencer. Comme vous le savez, comme tu l'as dit, Audrey-Anne, moi, je suis architecte, mais aujourd'hui, j'ai vraiment mon chapeau de développeur immobilier. On a des gens probablement qui viennent du milieu de l'immobilier aussi avec nous aujourd'hui, qui viennent du milieu de la construction et tout. Bon, évidemment, un programme fonctionnel et technique, oui, c'est un document. Tantôt, Maxime pourra un peu plus vous en parler en détail. Mais avant tout, en tant que développeur immobilier, l'idée, c'est de vraiment essayer de créer, sans être trop profond ce matin, là, mais de créer des communautés qui sont fortes parce qu'on a quand même un défi assez immense présentement avec la pénurie de logement, avec tout ça, de faire un peu rêver les gens puis de rendre les milieux de vie attrayants dans des bâtiments qui sont de plus haute densité, que ce soit du 8-10 unités ou même des grandes tours comme vous pouvez vous imaginer, là, des 20, 30, 40 étages avec du 200, 250 logements. Euh, pour s'assurer que ces gens-là aient des aménagements qui répondent bien à leurs besoins, mais il faut vraiment se questionner. Puis le PFT, c'est un peu la Bible qu'on essaie de créer pour pouvoir dire, ben, c'est quoi les besoins de ces gens-là, c'est quoi leur niveau de dynamisme qu'ils vont pouvoir avoir en cohabitant ensemble. Donc, le PFT, avant tout, c'est un document qui te permet de poser des questions pour que toi, en tant que développeur immobilier, tu sois mieux apte à y répondre. Voilà. Pour reprendre ça, c'est aussi, ça évite qu'on se pose les mêmes questions à chaque projet. Donc, c'est un document qui va rassembler tous les détails techniques d'un projet. Donc, ça peut aller jusqu'à la couleur sur les murs. Là. Ça dépend du niveau de détail qu'on veut aller. Mais tous les bons coups peuvent être de nos projets précédents peuvent être regroupés dans ce document-là. Donc, on va voir un exemple. Là, on peut avoir les aménagements d'unités, aménagement des espaces communs, comment qu'on les veut, quel type de luminaire qu'on veut, qu'est-ce qui a bien fonctionné dans nos anciens projets. On va le reprendre, puis on va le mettre dans ce guide-là pour partir sur des bonnes bases pour nos prochains. Oui, puis on le voit, c'est quand même assez complet là, en termes d'information. Je pense que Maxime, tu as fait un excellent travail dans ta carrière là, en élaborant un PFT là, pour nos marques immobilières. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'un développeur ou un promoteur immobilier a besoin d'un PFT? Quand est-ce qu'il peut se poser la question de se dire « OK, je pense que je suis rendu au moment où j'aurais besoin d'élaborer un PFT ».
Ben, la vraie réponse à ça, puis la vraie réponse très cute à ça, c'est dès le début. En réalité, on ne devrait pas attendre d'avoir un volume beaucoup trop grand d'aménagement ou de demande d'unités, etc., pour pouvoir se dire, OK, je pense que je suis rendu au moment où il faut que je fasse un PFT. Comme je le disais au début, c'est un peu un journal de bord, un PFT. Donc, ça devient essentiel de dire, ben, c'est quoi les besoins? Est-ce que je le pense avec des tranches d'âge? Bref, il y a beaucoup de questions qui doivent être posées en amont. Puis quand on commence évidemment à le bâtir, puis qu'on commence à dire, ben, je pense qu'effectivement, ça devient intéressant pour moi de faire tel type d'unité, tel type de cuisine, tel type de poignée, tel type de peinture, ben, simplement garder ça comme une espèce de cahier ou un journal de bord pour s'assurer de conserver ses bons coups puis ses moins bons coups, puis de faire évoluer ce document-là. Puis à un moment donné, ben, ça va devenir évidemment essentiel, puis ça va devenir un peu plus gros, puis ça va suivre votre volume de croissance. Fait que bref, je pense que l'idée, c'est de vraiment toujours commencer dès le début, puis de conserver des notes de vos bons et de vos moins bons coups. Ouais. Oui, il s'agit de prendre le temps. C'est ça qui est difficile souvent, c'est qu'on ne veut pas prendre le temps de s'asseoir puis de noter ce qui a été bien fait ou moins bien fait, mais c'est vraiment gagnant de faire ça, là, ça c'est certain. Juste une petite note en passant, on vient d'avoir un exemple de PFT qui est vraiment pour les unités, mais nous, on en a aussi pour les espaces communs. Donc, on a une marque présentement qui s'appelle Waltz, qui est vraiment pour une tranche d'âge particulière, parce que nous, de la manière qu'on aborde les programmes fonctionnels et techniques, on les a faites par tranche d'âge. Donc, de jeunes professionnels, familiales, 55 ans et plus, des gens autonomes, non autonomes, etc. Donc, on a grosso modo 4 à 5 marques, mais il y en a aussi pour les espaces communs qui vont dans le même niveau de technicalité que ce qu'on vient de voir. Là. Puis, dites-moi, c'est quoi les principaux risques pour un développeur ou un promoteur immobilier de ne pas bâtir, de ne pas prendre le temps de bâtir ou de concevoir un PFT? Tu vas, j'y vais. Vas-y, Maxime. Ben, c'est sûr que ça va entraîner inévitablement des coûts, des délais. C'est sûr que faire un PFT, ça prend du temps, mais on va le récupérer en bout de ligne. Je dis souvent que c'est comme conduire un peu sans GPS. On va se rendre à la destination. Peut-être pas moi, là, mais on va se rendre à la destination, mais ça va être plus long. On peut emprunter une route avec du trafic ou peu importe. Dans le fond, avoir un PFT, ça nous structure, ça diminue les risques. On va s'aligner vers une demande réelle, un besoin réel. Fait que je pense que, en gros, c'est ça pour ma part, là. Ouais. Ben, moi, je l'ai dit tantôt, là, j'ai mon chapeau de développeur immobilier, mais j'ai longtemps été architecte. J'ai fait uniquement du résidentiel. Puis j'ai travaillé avec plein de clients, des gros, des petits, des moyens, bref, tout ça que vous pouvez vous imaginer. Puis j'ai vu le niveau d'organisation de tous ces clients-là. Puis chaque client n'a pas nécessairement justement pris le temps de faire des documents comme des PFT. Puis c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué et long. Quand tu es justement dans une firme d'architecture puis que tu n'as pas accès à ce document-là, ben tu navigues un peu à l'aveugle, un peu comme ce que Max vient de dire. Donc, il y a des gens qui sont engagés, oui, dans les firmes d'architecture, ingénierie, etc., à créer des aménagements. C'est étant dit, ne sont pas dans votre organisation. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont peut-être prendre un peu un projet qui a bien fonctionné à gauche avec un autre client, un projet qui a bien fonctionné à droite avec un autre client. Ils vont merger ça ensemble, puis ils vont commencer à bâtir des aménagements selon un peu la volonté de tous. Mais si vous, en tant que promoteur, vous n'avez pas pris le temps de vous questionner sur c'est quoi ces vrais besoins-là, mais ça va juste s'échelonner dans le temps, ça va prendre beaucoup, beaucoup d'essais-erreurs avant d'avoir vraiment un produit qui va être intéressant pour tout le monde. Puis là, je parle vraiment, grosso modo, des besoins puis de l'aménagement, mais ça peut aller quelque chose dans très technique. Si on ne s'est pas questionné justement sur des éléments qui peuvent être très problématiques dans les projets, exemple la plomberie, exemple l'électricité, exemple les portes, puis qu'on est déjà dans un projet qui a beaucoup d'unités, puis qu'on commence à rentrer dans un gros volume, mais là, le problème, c'est qu'on peut faire des erreurs à répétition. Puis cette erreur-là va vraiment se faire sur énormément d'aménagements. Et là, on parle vraiment de coûts assez importants, des fois, pour revenir en arrière ou de se dire on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Fait que c'est pour ça que
c'est mieux aussi de faire son PFT en amont en commençant avec quelques unités pour se questionner plutôt que d'attendre trop longtemps puis de commencer avec trop d'unités puis de vraiment peut-être se tirer dans le pied. C'est un exemple concret que tu donnais aussi, là, exemple luminaire. Je vais commencer, mais ça peut aller dans le détail à dire, bon, mais moi, dans mon unité, je veux que le luminaire de la salle à manger soit à tel emplacement. Je ne sais pas combien de fois il a fallu qu'on réponde sur le on the spot. Bon, où il va le luminaire? Ben, il va au-dessus de la table, mais la table, elle va aller où? Ah ouais, mais là, elle ne rentre pas à cause de ton unité de chauffage, peu importe. Fait que si ça, c'est prévu en amont, c'est merveilleux. Puis ça, en cours de chantier, c'est sûr que sur le chantier, ça va être beaucoup mieux, on va gagner du temps, tout ça. Puis aussi, ça m'amène à penser à l'exemple que tu nous donnais, Pat, pour le luminaire qui arrive en boîte, là. Oui, exact. Ben, c'est parce que, veux pas, évidemment, on en reparlera un petit peu plus tard, là, mais quand on commence à regarder tout ce qui va rentrer dans notre document, on va s'intéresser au coût des différents matériaux, on va s'intéresser au coût des différents systèmes, mettons les luminaires, comme on est en train de parler. Puis ça se peut qu'on ait un super bon deal d'un luminaire qui vient d'outre-mer versus ce qu'on pourrait peut-être acheter à côté. Sauf que le produit en tant que tel, mettons qu'il est beaucoup moins cher parce qu'il vient, par exemple, d'un conteneur de Chine, peut arriver dans une boîte où nous, on l'a vécu, là. Donc, il arrive dans une boîte où le luminaire est tout défait. Donc là, on doit payer au chantier un électricien qui doit rassembler les éléments ensemble pour pouvoir faire le luminaire puis l'installer, versus le luminaire qu'on aurait pris directement, il arrive, il est tout fait, puis on fait simplement l'installer. Puis un versus l'autre, même si le coût du luminaire qui venait de Chine était beaucoup moins cher, mais il nous revenait beaucoup plus cher parce qu'il fallait l'assembler. Donc ça, c'est des éléments qu'on a connus encore une fois dans toutes sortes de sous-systèmes, portes, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un regard très, très général. On en reparlera sur les produits, puis de ne pas juste focusser sur un item en particulier. Puis la dernière chose, là, je pense que le plus important, là, puis c'est quoi l'importance de vraiment faire un PFT, c'est de se questionner sur c'est quoi nos besoins, c'est quoi la répartition typologique de nos unités, donc la quantité de 2,5, 3,5, etc., puis c'est quoi les aménagements, parce que notre volonté, c'est que le projet, une fois qu'il est livré, on veut qu'il soit absorbé dans le marché. On veut que les gens y aillent. On veut pas Rapidement. Puis que ce puis soit... se vendre rapidement, là. Exact, absolument. Puis non seulement ça, puis si ça se loue tout seul, parce qu'on a quand même des contextes des fois économiques qui fait que ça se loue tout seul, puis il n'y a pas de problème. On l'entend souvent. Il y a des promoteurs qui vont dire, moi, je n'ai pas besoin de me questionner sur un PFT, parce que ça se loue tout seul. Oui, sauf que des fois, ça fait que les gens sont pas... Il n'y a pas de rétention dans le bâtiment. Les gens vont simplement venir et partir constamment. Parce qu'il n'y a pas nécessairement eu de synergie dans l'aménagement et dans les espaces communs. Puis ça peut être lourd aussi pour quelqu'un qui gère un bâtiment de gérer constamment un flux de locataires. Fait que des fois, c'est à ça que ça sert aussi un PFT. Ben absolument, Pat. Puis c'est ce que j'allais dire, en fait, c'est qu'un PFT, ça permet vraiment d'avoir une meilleure rentabilité puis une meilleure viabilité dans le temps. D'où l'importance aussi, comme tu le mentionnais tout à l'heure, mais de vraiment rester connecté avec sa clientèle pour pouvoir cumuler, collecter les informations, leurs commentaires, puis de les intégrer dans un PFT ou dans le PFT qu'on est en train de développer pour s'assurer finalement que ce qu'on est en train de développer puis ce qu'on a envie de développer dans le futur correspondent vraiment à leurs besoins. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les avantages concurrentiels d'un PFT? Comment on peut venir se démarquer dans le marché immobilier actuel? Comment rester compétitif en développant un PFT? Bien, l'idée, comme on vient de le dire, c'est que le projet soit absorbé dans le marché dès la livraison. Puis nous, notre façon de répondre à ça, comme n'importe quel projet qui commence, on commence par faire une analyse potentielle du site, du projet, puis on se questionne sur c'est quoi le marché ciblé. Et ça passe par des tranches d'âge, comme je viens de le dire. Donc, on a développé les marques, on a développé des PFT selon les tranches d'âge parce que c'est pas vrai qu'un 3,5 qui est pour une personne de 60 ans et plus, semi-autonome ou autonome complètement, va être le même 3,5 qu'un jeune professionnel, Ou un l'étudiant. étudiant.
qui va vouloir plus d'espace de vie, qui va accepter, par exemple, que sa chambre ou peu importe les éléments qui sont plus privés soient un peu plus ouverts, qu'il y ait du mobilier qui soit plus modulable, un espace de travail. C'est pas vrai qu'un 4,5, 5,5 familial, c'est la même chose qu'un 4,5, 5,5 de personnes fraîchement retraitées. Ils n'ont pas les mêmes besoins, évidemment. Bref, c'est toutes ces questions-là qui fait que on a vraiment pris le temps de réfléchir. Puis honnêtement, ça a pris plus de 3 ans, là, faire vraiment ces questionnements-là sur l'ensemble de ces marques-là. Puis maintenant, mais ça nous donne un catalogue complet d'un ensemble d'aménagements possibles. Puis, comme je disais au début, quand on commence un projet et qu'on analyse le marché, on se dit peut-être que ça pourrait être tel marché qui serait ciblé ou peut-être même deux. Puis souvent, ce qu'on aime faire, c'est de mixer les différentes tranches d'âge entre elles dans le même bâtiment. Par exemple, jeunes professionnels et familiales ou jeunes professionnels et semi-retraités. Ce qui fait que justement, les espaces communs qui sont au rez-de-chaussée sont encore plus dynamiques. Bref, c'est des stratégies qui sont plus intéressantes à long terme pour nous parce qu'on crée vraiment plus un dynamisme et une synergie autour des projets. Absolument. Dis-moi, Maxime, je vais poser les questions à toi, puis tu sais, Pat, tu peux renchérir évidemment, parce que j'aimerais savoir c'est quoi le rôle d'un promoteur ou d'un développeur immobilier, plus spécifiquement dans la conception d'un PFT. Donc, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus comme sur ton travail, le travail que tu as fait dans ta carrière, dans la conception d'un PFT, puis dans sa mise en place finalement? Oui, certainement. Dans le fond, le rôle d'un promoteur, il va agir en tant que client, mais surtout en tant que chef d'orchestre, je dirais. On utilise souvent ce terme-là. Dans le fond, il va connaître toutes les contraintes d'un site. Il va connaître la demande, il va connaître le marché autour, mais il va aussi connaître les aspects. Bon, qu'est-ce que le gars de finance il souhaite? Que ce soit moins cher, évidemment. Qu'est-ce que le gars de construction souhaite? Que ce soit rapide, ou que, bon, peu importe. Il va avoir en tête l'échéancier. Il va vraiment avoir une vue d'ensemble. Puis avec toutes ces données-là, dans le fond, il va tenter de prendre les meilleures décisions pour avoir en bout de ligne le meilleur projet possible. C'est ça qu'on veut à la fin de la journée, c'est le meilleur projet possible, le meilleur PFT possible. C'est ça, c'est vraiment en ayant une vue d'ensemble. Puis aussi, dans mon ancienne vie, quand j'ai fait les PFT, on me disait souvent que j'étais le chien de garde du PFT. J'aimais vraiment pas ce terme-là, mais j'en comprends le sens. C'est que c'est bien beau faire un PFT, mais il faut surtout s'assurer qu'il soit respecté. Fait que pendant la création des projets, pendant qu'on montait un projet, j'étais celle quand même qui s'assurait qu'on respectait, dans le fond, le projet qu'on s'est donné au départ. Parce que c'est important de suivre ce guide-là. On se structure, alors c'est important que ça nous suive tout au long du projet pour s'assurer d'avoir un projet numéro 1. Oui, donc, c'est ça. Ça doit être quand même facile en cours de route, des fois, de s'en éloigner. Là, fait que c'est important, effectivement, d'avoir quelqu'un qui est dédié à faire respecter le PFT, finalement, autant sur le chantier, en cours de développement, puis en cours de construction du projet. Là. C'est sûr, parce que dans la création du PFT, j'ai rapidement mis une croix sur le fait de faire plaisir à tout le monde, malheureusement. Là. C'était ça qui était un peu difficile. C'est que quelqu'un veut quelque chose, oui, je comprends, mais la ville ne le permet pas, par exemple, ou peu importe. Donc, c'est ça. Fait que c'est sûr que tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Fait qu'il faut quand même s'assurer que ce que tu as mis sur papier au départ, ben, ça se fasse en cours de projet. Mais surtout, à la fin d'un projet, il faut être capable de le regarder, ce projet-là, puis de dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Ça se peut très bien que le PFT soit modifié parce que c'est vraiment important de mentionner qu'un PFT, c'est jamais fini. Là. On parlait de 3 ans là, tantôt, oui, ça a été long, mais il n'est pas encore fini parce que les gens me demandaient tout le temps, es-tu fini ce PFT-là? Il n'est jamais vraiment fini parce que c'est pas normal que tu utilises un PFT qui date de 2018 en 2025. Là, ça c'est pas normal. Tu ne seras pas au bout du jour. Fait que c'est sûr que c'est évolutif. Fait qu'après un projet, là, c'est important de prendre le temps, aller parler avec les ventes, d'aller parler avec les clients si possible. Y a-t-il quelque chose qui fait votre affaire? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez pas? Ça, c'est vraiment, il ne faut pas l'oublier, l'expérience client, là, ça en dit énormément. Fait que quand c'est possible pour nous de parler avec les ventes, d'avoir un retour
ou même quelque chose qui est quand même vraiment important, c'est un post-mortem. Les gens, il n'y a pas beaucoup de gens qui, puis c'est que c'est normal, là, mais qui prennent le temps de s'asseoir, parce que c'est ça, c'est prendre le temps. Mais de s'asseoir avec tous les joueurs et de dire, bon, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Autant au niveau du chantier, parce qu'en bout de ligne, si ça ne marche pas sur le chantier, ça va se refléter dans le projet à la fin. Tout est tellement lié que ça vaut vraiment la peine à la fin d'un projet de s'asseoir puis de se parler, de se dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puis après ça, on l'ajoute ou on l'enlève du PFT. Puis c'est avec quel genre d'experts que tu travailles dans la conception d'un PFT? Beaucoup. C'est sûr que tout ce qui est tous les architectes, ingénieurs en cours d'un projet, ça c'est sûr, mais aussi niveau financier, des analystes financiers, le marché, un analyste de marché, Des designers. Les gens sur le chantier. Puis aussi, après ça, comme je dis, il ne faut pas oublier les ventes, dans le fond, les gens des opérations. Aussi, ça dépend le type de bâtiment qu'on veut faire, mais si on a des espaces communs dans le bâtiment, il va falloir l'entretenir après ce bâtiment-là. Est-ce qu'on peut essayer de choisir en amont des matériaux qui vont être faciles à entretenir? Par exemple, on accepte les chiens dans nos bâtiments, on décide d'accepter les chiens, ben, on va essayer de prendre en amont des matériaux qui vont refléter ça, qui vont de la céramique ou peu importe, là, des plaintes. On ne mettra pas des plaintes en tapis, par exemple, parce que je pense que c'est ça. Je ne sais pas si tu veux renchérir, Pat, mais... Non, ben oui et non. En fait, c'est vraiment bien expliqué. Là. Moi, je pense qu'il faut vraiment marteler le fait que, on l'a dit, ça évolue un PFT. Peut-être que 70-80% du PFT il est fait, mais les projets évoluent, le monde évolue, les coûts évoluent, il y a tellement de choses. Fait qu'il faut toujours garder la tête froide puis s'assurer qu'on suive ces nouvelles normes-là puis qu'on accepte le fait que le document évolue et se mettre à jour. Puis moi, si je peux rajouter quelque chose, encore une fois, architecte externe, ingénieur, peu importe, quand vous avez un document qui est bien fait, qui est bien structuré, puis que vos PFT sont prêts, ça vous donne tellement de crédibilité envers les intervenants avec qui vous allez faire affaire parce que vous savez où est-ce que vous en allez. Donc, tu engages un architecte externe, tu dis, regarde, voici mes aménagements, grosso modo, voici ce que j'installe, ce que je n'installe pas. On vient de sauver un temps fou. On sait ce qu'on veut. Exact. C'est sûr que ça va se refléter en économie de temps et en économie de coûts même, parce que je veux dire, c'est pas vrai que les honoraires peuvent être aussi élevés si vous avez déjà pas mal tous vos aménagements de prêt. Là, vous n'avez pas besoin nécessairement de quelqu'un qui fasse une réflexion plus poussée que ce que vous avez déjà fait depuis des années. Bref, ça vous donne beaucoup, beaucoup de crédibilité. Puis l'autre chose que je veux juste rajouter, c'est que c'est peut-être pas tout le monde qui a nécessairement le luxe à l'interne d'avoir quelqu'un comme Maxime qui s'occupe de ça quand même au quotidien, parce que ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup de curiosité. Puis le réflexe des fois que les promoteurs vont avoir, c'est de dire, ben, celui qui va faire le PFT, ça va être celui qui va faire l'estimation des coûts. Parce que c'est lui qui fait les carnets de livraison puis de commande pour l'ensemble de ce qui va rentrer dans les unités. Puis souvent, sans trop généraliser, c'est des gens qui ont un créneau en tête, puis c'est l'économie. Donc, il va s'assurer de trouver le produit le plus économique. Puis c'est correct, sauf que ça peut aussi amener à ce qu'on disait tantôt, des erreurs. Ils n'ont pas le portrait général de chaque item. Donc, ça prend vraiment quelqu'un qui dit, c'est correct, j'ai un prix, maintenant, je vais aller parler au gars qui va l'installer, voir comment il va s'en tirer. Si ça fait du sens pour lui, tant mieux. Je vais aller parler à ceux qui vont faire les normes municipales, à ceux qui font les normes réglementaires. Bref, on regarde vraiment ce qu'on disait tantôt, le rôle de chef d'orchestre pour s'assurer que ça fait du sens pour tout le monde. Donc, assurez-vous d'avoir quelqu'un qui accepte d'avoir ce rôle-là. Un Généraliste, chef d'orchestre. Aussi, ouais. Peu importe comment vous l'appelez, pour que ça soit plus efficace. Dis-moi, Pat, de par ton expérience, tu es vraiment spécialisé dans le résidentiel, tu as vu beaucoup d'aménagements. Y a-t-il des erreurs qu'on pourrait éviter en bâtissant justement un PFT dont tu as été témoin que tu pourrais nous partager aujourd'hui? Ben, tu sais, l'exemple le plus récurrent qu'on a connu dans les dernières années, c'est il y a des nouvelles normes qui s'appellent les normes du minimalement accessible dans les aménagements qui sont entrées en vigueur il y a quelques années.
qui demandent, grosso modo, vous le savez, là, des dégagements particuliers dans les entrées, dans les salles de bain, des éléments comme ça. Mais il y a plein de promoteurs, il y a plein de gens qui avaient des PFT super bien conçus, mais qui n'avaient jamais même pris le temps de faire une nouvelle modification de leurs propres aménagements, ce qui faisait que 100% de leurs aménagements n'étaient pas conformes au niveau de l'accessibilité, puis il n'y avait absolument rien qui marchait. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment important de faire évoluer ces programmes fonctionnels et techniques-là avec les années pour ne pas se faire face à des erreurs aussi grosses que ça, là. Absolument. Ça serait quoi vos principaux conseils que vous auriez envie de donner si on a des promoteurs, des développeurs ou tout autre professionnel de l'immobilier avec nous aujourd'hui qui hésitent encore à investir du temps dans l'élaboration d'un PFT? Vas-y, Maxime, oui. Oh non, vas-y. Je vais répéter un peu tout ce qu'on vient de dire. Tu sais, c'est que c'est payant. En bout de ligne, c'est que vous allez tellement gagner de temps, d'énergie, d'efficacité à faire ça. Puis vous le savez, c'est comme n'importe quoi dans la vie, quand on prend le temps de s'asseoir, puis d'écrire, puis de penser qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux pas faire, vous allez déjà faire un énorme bout de chemin pour ce que vous allez vouloir faire dans vos projets, là. C'est vraiment important parce que ça devient vraiment la raison d'être puis la Bible d'un promoteur, là. Absolument. Exact. J'avais exactement ça, de prendre le temps de s'asseoir, mais c'est juste ça, tu sais, sans se dire nécessairement qu'on y va all-in avec l'équipe qu'il faut pour un PFT, puis que, tu sais, on peut commencer juste par noter. Prendre en note les bons coups, les mauvais coups, comme je disais tantôt, de faire des post-mortem. Tu sais, juste y aller étape par étape, sans nécessairement se dire, bon, moi, je me lance, je fais un PFT de 122 pages. Juste de parler à ces gens, de questionner, d'aller prendre une douche dans un de ces logements, de tester les logements, d'aller marcher un projet, de voir avec des yeux d'un client, d'un résident. C'est déjà une bonne base pour partir un PFT, puis après ça va venir. Vous allez vouloir le compléter, c'est certain. Exact. Absolument. Puis Alizé peut aussi vous aider là, dans la conception de votre PFT. On a quand même une belle expertise dans ce domaine-là. Maxime a travaillé beaucoup de PFT, Patrice a vu beaucoup d'aménagements également. Donc, ça nous fera plaisir là, de répondre à vos questions, de vous guider là, si vous avez quelques questionnements, que ce soit en lien avec le PFT. On est rendu à la période de questions. Donc, si vous avez... Oui, excuse-moi, vas-y, Pat. Je veux juste rajouter là-dessus, Alizé, la manière qu'on fonctionne, évidemment, on fait beaucoup de pré-développement, là. Donc, tout ce qu'on disait au début, donc toutes les analyses de sites, de potentiel de projet, on va vraiment faire un gros pas en pré-développement. Puis évidemment, les études de marché vont être une bonne partie là, de ces analyses-là, le contexte démographique, etc., etc. Je pense qu'on sort un peu d'un moment dans l'industrie, dans le développement immobilier, où tous les promoteurs avaient une attitude très protectionniste envers leurs propres recettes, leur façon de faire, etc. Nous, ce qu'on propose, c'est en fait, si on développe des projets en partenariat avec des gens, ça nous fait plaisir de dire on pourrait le développer en faisant tel type de tranche d'âge, telle marque qu'on a déjà. Parce que, comme je disais, ces aménagements-là, ils ont déjà été réfléchis, là. Ce que j'essaie de dire, c'est que vous n'avez pas besoin de partir de nulle part nécessairement. Il y a toujours possibilité avec nous de développer selon des standards et la rigueur qu'on a déjà mis en place, là. Absolument. J'ai reçu une ou deux questions, Maxime. On en a parlé un peu tantôt, mais je ne sais pas si tu peux nous en parler davantage. Mais du côté du développeur immobilier, ça fait quelle équipe spécifiquement à l'interne avec qui tu vas travailler ou qui est le plus impliqué justement dans la conception du PFT? C'est sûr que je travaillais beaucoup avec les gens de la construction, énormément, puis les gens des finances. Donc, on était vraiment en étroite collaboration pour trouver les meilleures solutions possibles. Mais comme je le disais tantôt, ce qu'il ne faut vraiment pas oublier, c'est la gang opération, vente, pour vraiment faire la loupe complète là, du projet. Fait que c'était vraiment ça. J'essayais d'avoir les opinions vraiment de tout le monde, mais c'est sûr que principalement, j'étais beaucoup avec construction,
finance, beaucoup. Ben, Ouais. évidemment, architecture, là, mais il est dans mon équipe, lui. Oui, puis je pense qu'on ne dira jamais assez aussi de toujours être en lien avec sa clientèle. On en a parlé, on l'a dit, on l'a redit, mais c'est vraiment important de prendre, cumuler l'information qu'on est capable d'aller collecter sur le terrain puis de l'intégrer finalement à nos PFT. C'est ça qui nous permet d'avoir des documents qui sont évolutifs, qui correspondent vraiment à la réalité puis aux besoins de notre clientèle. Donc, je pense que ça, c'est un excellent conseil à garder. Ensuite, j'ai une autre question. Patrice, je pense que c'est un peu plus pour toi, mais comment un PFT peut influencer les décisions en matière de design architectural? Peut-être que tu peux donner quelques exemples de ce qu'on a fait, nous, du côté d'Alizé. Ben, je l'ai dit un peu tantôt. Nous, encore une fois, là, on l'a pris cette question-là par tranche d'âge. Donc, on a, par exemple, dit, en faisant des tests d'aménagement, exemple pour un jeune professionnel ou personne âgée de 60-65 ans et plus semi-autonome. On fait des tests d'aménagement. On se dit, OK, cette personne-là va utiliser peut-être plus une salle de bain un petit peu plus grande pour une personne plus âgée, exemple, plus luxueuse, etc. Versus le jeune professionnel que lui, la salle de bain, c'est pas nécessairement ce qui l'intéresse le plus dans son petite unité. Je vais vouloir faire une salle de bain un petit peu plus petite parce que je vais pouvoir maximiser la grandeur de l'espace de vie, peut-être même rajouter un bureau, des éléments comme ça. Et en faisant ces tests-là, ben, on arrive à des solutions très concrètes où on se dit, crime, un 3,5 pour une tranche d'âge plus âgée va vraiment mieux fitter dans une trame structurale de 22 pieds 6 ou de 21 pieds 6 versus 22 pieds 6 pour... Donc là, on commence à rentrer dans les détails très techniques, structure, type de porte, type de finition, ces éléments-là, mais il faut qu'on commence à répondre à ces questions-là vraiment en termes d'aménagement. Donc, c'est quoi les besoins de ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leurs unités? Comment ils vont y vivre? C'est là qu'on a commencé vraiment à créer un ensemble de catalogues par tranche d'âge. C'est quoi déjà? Il y avait une deuxième partie à la question? Non, c'est ça, hein? Non, c'était pas mal ça. C'était de voir comment ça pouvait influencer les concepts architecturaux, la signature architecturale. Oui. Si je peux rajouter un peu pour la signature architecturale, ça devient intéressant aussi parce que on essaie de... Nous, notre vision, là, puis c'est vraiment important pour nous, étant donné qu'on a nos aménagements, étant donné qu'on a nos critères de performance de ce qu'on veut mettre dans un aménagement intérieur, donc les unités et les espaces communs, c'est ça qui drive, entre guillemets, le show. C'est ça qui drive le projet. Donc, on prend ça et c'est ça qui va nous permettre de faire notre première conception et d'amener une signature architecturale. Okay? Contrairement à je fais un projet en architecture, puis j'essaye de faire une signature architecturale quelconque, puis après, j'essaye de faire entrer des unités à l'intérieur avec une trame, avec de la fenestration qui est uniquement tributaire de la première conception que je voulais faire de l'extérieur. Pour moi, en tant qu'architecte, je trouve ça un peu aberrant, puis non fonctionnel, puis ça témoigne pas du dynamisme puis des besoins des résidents de faire ce chemin inverse-là pour pouvoir arriver à nos fins. Moi, je pense qu'un projet devrait être réfléchi selon les clients, les besoins des résidents. Puis une fois qu'on est sûr à 100% que ça fonctionne, l'architecture, puis la signature architecturale extérieure va être facile, puis elle va découler de ça. On l'a vécu, ça, dans un projet. Là, il était tout fini de l'extérieur, il était magnifique. Mais quand on s'est penché dans les unités, il n'y avait que des lits doubles qui entraient dans les chambres des maîtres, dans la chambre principale. Fait que ça, pas besoin de vous dire qu'il a fallu recommencer le projet dans son ensemble. Ça a été quelque chose. On a une question. Est-ce que dans un PFT, ça inclut une place pour le modèle RACI? Puis je sais, si vous ne connaissez pas le modèle RACI, c'est vraiment un outil de gestion de projet qui permet de clarifier un peu les rôles et les responsabilités de chaque membre d'une équipe. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui était inclus dans les PFT ou sinon, de quelle façon c'était géré à l'interne pour l'élaboration de nos PFT pour s'assurer, dans le fond, qu'il y ait comme
vraiment quelqu'un qui prenne le ballon par rapport à une tâche ou par rapport à des informations à aller collecter? Ben, je vais parler pour moi dans comment on fonctionnait, c'était vraiment moi qui chapeautais. Donc, j'étais la responsable dans son ensemble du PFT. Par contre, quand je me penchais sur un aspect qui était plus, exemple, construction, j'allais me chercher un expert que j'attachais, si on veut, à ce problème-là ou ce point-là que je devais adresser. Puis c'est sûr que lui devenait ma source, mais aussi mon expert pour ce point-là. Mais j'avais pas nécessairement de diagramme ou quoi que ce soit rassis, là. Mais c'était vraiment comme ça. Puis c'est surtout ce qu'il faut surtout, c'est que le responsable, il faut tellement avoir beaucoup de rigueur, puis de ne pas laisser tomber. C'est difficile, mais il ne faut pas laisser tomber un point. Tu sais, ah, c'est pas grave. Non, c'est vraiment de la rigueur que ça prend, puis ça prend une tête qui s'assure que ça va être respecté tant au niveau construction ou peu importe. Là. Mais moi, c'est plutôt comme ça que je fonctionnais. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise ou bonne question. Là. Je pense que chaque développeur ou chaque promoteur ou entreprise peut décider de gérer son PFT de la façon qui fonctionne le mieux pour lui. Certainement. Effectivement, si la méthode RACI est quelque chose qui est intéressant pour vous, il n'y a rien qui vous empêche de l'intégrer à votre PFT. Le but, comme Max l'explique, c'est d'avoir un chien de garde, quelqu'un qui est dédié à la conception d'un PFT puis qui s'assure d'être en lien, travailler en synergie avec les différentes équipes à l'interne, mais aussi avec les différents experts qui sont importants dans l'élaboration d'un PFT. Puis toujours de suivre son budget puis de prendre en lien les commentaires là, des clients. Donc, on a une autre question. Mais juste rajouter, moi, je pense que c'est une bonne idée, honnêtement. Quand vous commencez à avoir beaucoup de volume, je pense que ça devient vraiment intéressant parce que la personne responsable va être vite débordée, là, de juste toujours avoir toutes les questions qui viennent un peu de tout le monde. Puis, je veux juste rajouter, quand vous avez un bon document qui est prêt à sortir à l'externe, ben, il faut que les gens, la personne qui l'a créé, prenne le temps aussi de le montrer, puis que les gens prennent le temps de le lire, puis que les gens prennent le temps de l'apprendre, puis de répondre aux questions pour que tout le monde qui travaille dans la même organisation sache un peu plus de quoi il parle. Parce qu'à un moment donné, ça va tellement faciliter la vie à la personne qui devient un peu le chef d'orchestre, le chien de garde, peu importe. Parce qu'on va tous savoir pas mal, grosso modo, où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on s'en va pas. Puis les questions vont être beaucoup moins présentes. Absolument. Merci pour ça. On a une autre question. Est-ce que c'est important de faire vivre le PFT? Pour faire vivre le PFT, est-ce que c'est important d'avoir des ententes cadres avec des fournisseurs ou bien des sous-traitants pour profiter finalement d'économies d'échelle? C'est une bonne question parce que c'est effectivement quelque chose qu'on n'a peut-être pas abordé encore, là, mais qui est super important dans l'élaboration d'un PFT puis qui permet d'avoir une plus grande valeur ajoutée. Là, je vais laisser mes collègues élaborer là-dessus. Là. Je ne sais pas si c'est important d'en avoir, mais une chose est certaine, c'est que ça permet d'en avoir. Fait que c'est sûr que quand tu arrives avec un PFT, tu te dis, moi, j'ai dans mon pipeline, j'ai pour 300 unités, puis je veux mettre ce plancher-là. C'est sûr que tu as tout à gagner d'avoir des ententes avec des fournisseurs. Donc, oui, c'est une façon. Puis, aussi, à l'inverse, dans la question, effectivement, c'est assez important parce que ça serait dommage qu'à chaque 3 mois, il faut que tu changes, t'es fini, il faut que tu changes ta robinetterie à chaque 3 mois parce que tu as choisi un modèle qui est discontinué ou bon, peu importe. Fait que ça aussi, c'est dans la création du PFT, c'est de parler avec les sous-traitants, de parler avec les fournisseurs, pour s'assurer que ce qu'on choisit, bon, mais c'est là pour rester, puis c'est un modèle peut-être qui a déjà fait ses preuves, fait qu'ils sont pas prêts d'enlever du marché ou quelque chose comme ça. Puis, si je peux rajouter à ça, parce que présentement, on parle juste d'entente financière, parce que ça nous ferait sauver des coûts. Mais ultimement, ça nous permet aussi d'être le plus efficace possible dans les projets. Parce que si on a fait affaire avec des gens qui ont été super efficaces sur les chantiers, ça roulait bien, tout était fluide, etc., on a tout intérêt à continuer que le prochain projet qui va être la même marque, le PFT, peu importe, il va être réutilisé, que ce soit encore une fois ces gens-là qui continuent et qui poursuivent parce qu'ils vont connaître nos façons de faire, ça va être fluide, etc. Donc,
C'est important aussi là, de tester ces éléments-là. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce que la personne est la moins chère qu'elle est la plus qualifiée puis que ça va être le plus intéressant nécessairement en termes de qualité, puis de produits, puis d'efficacité au chantier, etc. Mais une fois qu'on a une bonne personne, on a tout le temps intérêt à garder ces mêmes fournisseurs sous-traitants-là. Ouais. Super, bien merci beaucoup. Donc, c'est ce qui conclut un peu notre webinaire. On a vraiment parlé, on a fait une introduction au PFT parce que c'est vraiment, comme vous l'avez vu tout à l'heure, un document qui est très, très complet, qui regorge d'informations très précieuses pour un développeur ou un promoteur immobilier. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez d'autres questions ou si on peut vous aider dans vos projets. Il y a un code QR, je pense, qui apparaît maintenant à l'écran, fait que vous pouvez le scanner, ça va vous amener là, sur notre formulaire de contact pour qu'on puisse vous donner un petit coup de main sur vos projets. Sinon, si vous voulez rester à l'affût de nos prochains webinaires, nos prochains événements, on est présent sur les médias sociaux, donc LinkedIn, Instagram et puis Facebook. Et pour ceux qui ont posé la question, oui, dans le fond, la rediffusion va être accessible. Aussitôt qu'on termine le webinaire, vous allez recevoir un courriel avec le lien de la rediffusion. Puis on va aussi le mettre sur notre chaîne YouTube. Donc, vous allez, par le fait même, avoir accès là, à notre présentation PowerPoint. Donc, un gros merci à tout le monde. Merci à Maxime et Patrice pour le partage de vos connaissances, la réponse également à nos questions. Donc, merci à tous. On se revoit très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.